Nous voilà arrivés au rondier 007 et tu vas nous parler d'autres technologies de sécheurs. Il y a trois technologies de sécheurs qui sont intéressantes et dont je vais vous parler rapidement, mais le rondier ne s'en occupe que de manière très superficielle. Alors, le premier, j'ai fait un schéma rapide, c'est ce qu'on appelle le sécheur par adsorption. Adsorption, ça s'écrit avec un D. Le principe, c'est on a deux colonnes, l'air comprimé traverse une colonne, pendant que l'autre colonne est en régénération. Ces colonnes, ce sont comme des réservoirs de forme assez allongée, sont remplies d'un adsorbant qu'on appelle souvent de l'alumine activé ou alors du tamis moléculaire. Ce sont les deux expressions commerciales pour définir les différentes qualités d'adsorbant dans ces sécheurs par adsorption. Le principe en tout cas, c'est que vous avez une colonne qui est en service et l'autre qui est en régénération. Et là, il faut que je vous précise qu'ici, il y a un débit d'air de régénération qui est perdu. Ça représente 15 à 20% du débit qui rentre au maximum dans le sécheur. Et donc, c'est un séchage qui est plus coûteux. Il présente un intérêt important, c'est que la température de rosée sous pression, que j'ai représentée ici, c'est un capteur qui en général est un hygromètre. Ça ne peut être mesuré que par un hygromètre. Ce n'est pas comme le sécheur électrique, une température sensible à un endroit particulier du sécheur. Cette température va descendre très bas, moins 40, moins 50 degrés Celsius, moins 70 degrés Celsius. Voilà. Et donc c'est adapté pour traiter l'air comprimé, pour assécher l'air comprimé dans deux cas de figure. Soit quand la température d'entrée, que j'ai représentée ici à 35 degrés, monte à 50 degrés Celsius, là, le sécheur frigorifique ne peut plus faire son office, et le sécheur par ascension avec du tamis moléculaire peut encore fonctionner. Et le deuxième cas, c'est si vous voulez une température de rosée sous pression à la sortie du sécheur très basse. Ça existe dans le milieu, dans les usines pharmaceutiques ou dans les usines agroalimentaires. On veut du moins 40 degrés Celsius dans l'alimentaire, ou moins que moins 40 degrés Celsius. On peut avoir des chambres froides qui sont à moins 10, moins 15, et on ne voudrait pas que l'air comprimé givre dans ces chambres froides, donc on met un sécheur par adsorption. Dans ce cas-là, on va régler pour qu'il ait une température de rosée à moins 20 degrés Celsius, souvent, ou moins 25. Voilà. Alors qu'est-ce que le rondier peut faire? Le rondier ne fait que passer. Et donc, il y a deux choses qui sont susceptibles d'être demandées au rondier, à mon avis. Le premier point, c'est de noter la température de rosée affichée par l'hygromètre. Voilà. Et s'il voit que c'est une valeur qui n'est pas la plage habituelle, qui est jugée favorable, il peut noter ça comme étant une alarme éventuellement urgente. Si tout d'un coup on voit que on a plus 20 degrés Celsius, là on devrait avoir moins 40, ça veut dire que là c'est une alarme avec une certaine urgence. Mais ça peut aussi être une simple dérive. Ça peut arriver si le niveau d'alumine, ce sont des petites billes d'alumine poreuses qui viennent fixer et absorber l'humidité, qu'on peut régénérer dans la colonne qui est en régénération. Dans certains cas, ce n'est pas une alarme si urgente, si simplement une dérive, au lieu d'avoir moins 40, on est à moins 35. Il n'y a pas forcément de raison de réveiller à 3 heures du matin le responsable de l'exploitation. Ça peut être quelque chose qui sera réglé lors de la prochaine maintenance du sécheur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a un deuxième point qui peut être utilement validé, vérifié, c'est si la régénération ici ne s'est pas interrompue, la vanne est restée ouverte, la vanne de régénération qui casse la pression est restée ouverte, alors qu'on a rouvert la vanne ici, qui permet, depuis le bas, on rouvre cette vanne qui normalement est fermée pendant la régénération. Normalement, à un moment donné, il faut fermer cette vanne-là et rouvrir celle-là. Si vous ouvrez cette vanne-là et que cette vanne-là ne s'est pas fermée, vous cassez la pression dans toute votre usine. Ça fait un débit de 1000 m3 facilement. Si vous avez un purgeur qui est en DN50 ou en DN65, et donc c'est une cause fréquente de chute de pression, par exemple dans des cimenteries où il y a des sécheurs de ce type qui sont un peu isolés la nuit et le dimanche, où il y a 4-5 personnes dans l'usine. Et donc, quand la pression chute, surtout si elle chute de manière brève, quelques secondes, quelques minutes, et puis ça remonte, c'est que vous avez une hystérésis, un blocage sur la vanne qui se referme lentement. Et dans ce cas-là, il peut arriver que le rondier entende une très forte fuite
continue, et là il faut qu'il signale avec une certaine urgence. En tout cas, c'est une information qui va intéresser beaucoup le conducteur. Voilà. Il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir, mais là il faut vraiment regarder en détail les technologies de sécheurs par adsorption. Il peut y avoir, avec des modèles avec une régénération aidée par des résistances électriques, il peut y avoir des incendies de sécheurs, et dans ce cas-là, ça rentre tout à fait dans les démarches les plus urgentes pour lesquelles il faut former le rondier qui va prévenir et peut-être éventuellement être capable d'arrêter, d'isoler, de fermer les vannes pour ne pas envoyer des suies dans le réseau. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le premier type de sécheur. Je vais rapidement présenter deux autres sécheurs qui existent. Un sécheur qu'on appelle le sécheur par déliquescence. Vous avez ici de l'air comprimé qui rentre et qui est distribué par une espèce de... ça ressemble à un parapluie, vous voyez. Et au-dessus, j'ai représenté du sel. On appelle ça la dryolite. Un sel qui, contrairement à l'absorbant, comme l'alumine activée ou le tannine moléculaire, va se fondre. Il va capter l'eau et former de l'eau très salée, hein, qui va être purgée et envoyée à l'égout en bas. Voilà. Donc ça, c'est un purgeur qu'on trouve quelquefois sur des bateaux, parce que sur un bateau, on peut avoir besoin d'avoir quelquefois un sécheur adapté à la navigation dans un endroit tropical, près de l'équateur, vous voyez, où le sécheur frigorifique fonctionnerait très mal, et quelquefois dans l'Arctique, où le sécheur frigorifique fonctionnerait très mal aussi. Alors, la qualité de ce système de dryolite, c'est qu'il n'y a absolument aucune électronique là-dedans. Il faut un gars costaud, capable de remplir le sécheur avec des sacs qui font 20 ou 30 kg, qui contiennent des sels, des pastilles de sel, et il faut de temps en temps vérifier qu'il en reste encore pour remettre du sel quand il n'y a plus de sel, sinon ça fonctionne moins bien. Voilà. Donc ça, c'est un sécheur qu'on appelle le sécheur par déliquescence, et qu'on rencontre quelquefois, même si, honnêtement, le dernier que j'ai vu, c'était il y a une vingtaine d'années. Hein, mais il est possible que certaines usines utilisent encore ce genre de sécheur. Voilà. Et enfin, vous avez un sécheur qui, au contraire, est très moderne, qui est le sécheur par membrane. Le sécheur par membrane est intéressant si vous avez un réseau interne à l'usine qui est un local chauffé. Vous n'avez pas besoin d'avoir un sécheur par adsorption si vous êtes une usine qui fait des produits mécaniques. Et quelquefois, vous avez un tuyau d'air comprimé qui sort de l'usine, qui fait 10 mètres, pour alimenter une vanne sur un silo. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre ces petits sécheurs par adsorption à membrane, et il y a un schéma assez simple. Vous voyez, il y a une membrane qui est poreuse, qui laisse passer la vapeur d'eau, c'est-à-dire les molécules de H2O. H2O, c'est la molécule de vapeur d'eau. Et pour favoriser la diffusion, on crée une petite fuite, que je représentais ici, qui va balayer la vapeur d'eau séparée et l'entraîner à l'extérieur. Et donc le principe de ce fonctionnement, c'est qu'on a un filtre en amont, et puis un écoulement d'air comprimé qui peut représenter 10, 15, 20% de l'air comprimé maxi que peut traiter le sécheur à membrane, qui est perdu. Donc ça ressemble un peu au sécheur par absorption, mais il n'y a pas de partie mécanique, il n'y a pas de mouvement. Un point qui est important, le seul point qu'on pourra confier éventuellement, à mon avis, au rondier, c'est de vérifier l'absence de fuite sur le purgeur qu'on met en amont habituellement pour éviter que de l'huile aille polluer la membrane qui n'aime pas trop l'huile de compresseur. Voilà. C'est un point qui est à la limite de ce qu'on peut demander au rondier. Voilà. Normalement, le rondier, il faut peut-être le prévenir que la fuite technique qui est ici est une fuite qu'il ne faut surtout pas boucher. C'est une fuite qui est normale, qui ne déclenche pas d'alarme pour ça. Voilà ce que je peux dire sur ce cours de rondier 007. Je dirais que ce sont des sécheurs qui ne sont présents que dans peut-être 20% des installations, sachant que le frigorifique est massivement présent.